Que s'est-il réellement passé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la nuit du 18 au 19 mai dernier, où la population congolaise en général et quinoise en particulier s'est réveillée avec une psychose causée notamment par une tentative de coup d'État manqué? Alors, d'aucuns parlent de failles sécuritaires, il y en a qui évoquent une planification interne, il y en a qui parlent de scénarios. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Nous allons essayer de réfléchir avec un cadre de la société civile. Au-delà de ça, nous voyons comment le président Tshisekedi est en train de limoger d'autres personnes impliquées dans la sécurité, notamment l'administrateur directeur général qui est passé outre, remplacé par un ancien qui était là, Justin Inzoun, qui a été l'adjoint de Kalev Mtom. Le troisième sujet, c'est évidemment la publication du gouvernement souminois, Judith, une publication qui cause des frustrés au sein de l'Union sacrée, une province, allais-je dire, qui ne se sent pas représentée, celle du Maniema. Comme nous avons vu, les caucus des députés de cette province-là se plaindre. Tout ceci, c'est toujours un casse-tête pour les dirigeants actuels. Entre-temps, il y a autant d'attentes qui attendent le nouveau gouvernement. Comment s'y prendre? C'est avec ces questions que nous allons devoir cogiter, parler autour de cet entretien exclusif avec un invité qui n'est plus à présenter, M. Joseph Kodé Kaembe, qui a une double casquette, le président de la Société civile patriotique du Congo et le PCA, président du conseil d'administration de l'ISADEL, à qui je dis bonjour et bienvenue, M. Joseph Kodé. Bonjour, monsieur Faustin. Merci beaucoup, très content de vous recevoir dans notre émission. Merci toujours pour votre disponibilité. Merci. Vous vous êtes réveillé la nuit du 18 au 19 mai dernier, dans la stupeur, une psychose totale qui a élu domicile dans les chefs de tous les Congolais. Comment vous vous êtes réveillé ces jours-là quand vous avez appris que la première institution du pays a été attaquée, voire sabotée, vandalisée, dans tout ce qu'on peut dire là? Personnellement, je n'étais pas surpris. Comment ça? Parce qu'il savait que quelque chose pouvait se préparer dans la tête de l'homme blanc, pour pouvoir obtenir l'objectif, atteindre l'objectif. Voilà. Vous vous rappelez, il y a eu plus d'une année que j'ai dit que le président de la République devait être une cible, parce qu'il incarne la nation, l'unité nationale, il symbolise l'unité nationale. L'Occident, comme il est dans le processus d'obtenir la balkanisation du Congo, parce qu'ils n'abandonnent pas souvent, généralement ils n'abandonnent pas. Quand ils ont commencé, ils n'abandonnent pas. À moins qu'il y ait notre événement qui les empêche de le faire. Ils sont dans un processus de lutter pour la balkanisation. Le président de la République est lui à 73%, et il incarne l'unité nationale. Et s'il tombe, automatiquement, les États vont se programmer autonomes. Il y aura des seigneurs de guerre qui pourront obtenir l'appui de l'Occident pour rapidement balkaniser le Congo. Et ça, c'est prévisible. Il fallait que les services de sécurité prennent des dispositions pour pouvoir parer à ce genre d'événement. Parce que c'est prévisible. Et on devait tout faire pour assurer la sécurité du président et éviter que le président se retrouve n'importe quel endroit pour qu'on ne puisse pas l'atteindre. Parce qu'actuellement, le président de la République, il est devenu la cible de l'Occident. Et il fallait que les gens prennent des dispositions pour éviter que quelque chose de grave puisse nous arriver. Mais vous parlez déjà d'un complot, d'une complicité occidentale, et pourtant il y a une opinion dans notre pays qui parle d'un scénario que le régime aurait mis en place. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment l'opposition? Non, les Congolais ne comprennent pas. Et les Congolais sont distraits, comme d'habitude. Ils peuvent dire n'importe quoi, mais s'ils seraient atteints, ils n'allaient pas parler de scénario. Comme il n'a pas été atteint, ils disent n'importe quoi. Vous savez que nous sommes dans un pays hautement mystique. Le Congo, c'est un pays mystique parce que les Congolais, globalement, croient en un Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu a fait des miracles. Le Dieu a fait des miracles. Donc, il y a encore que le président de la République a remis le pays entre les mains des dieux. Donc, ce qui fait qu'en conséquence, il y a beaucoup de choses qui peuvent être montées à l'Occident que Dieu lui-même déjoue. Dieu prend des précautions pour les déjouer. Au lieu d'aller chez le président, ils se trompent. Au lieu d'aller là où ils passent nuit, ils sont allés au bureau. Ils sont d'adresse. Voilà. Donc tout ça, c'est Dieu qui le fait. Parce que c'est au moins que les Congolais soient inconscients. Les Congolais doivent savoir
que ce pays-ci, il est sous la protection du Dieu qui protège Israël. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde où l'on célèbre le nom du Seigneur, le nom de Dieu d'Abraham. Comme en RDC. Comme en RDC. Quand Dieu siège au milieu des louanges, les dieux que nous prions siègent au milieu des louanges. Quand les Congolais globalement se réunissent, louent Dieu, le Dieu la descend pour pouvoir protéger le Congo. Alors vous dites que malheureusement, voilà, les Congolais individuellement sont des aventuriers. Vous pouvez le qualifier comme vous voulez, sont des aventuriers. Mais quand ils se mettent ensemble pour prier, le Dieu la descend pour la protection du Congo. Descend au milieu des aventuriers. Encore que le président lui-même a confié ce pays à Dieu. Dieu doit pouvoir se défendre pour se glorifier. Mais si réellement Tshisekedi était la cible première de ces complots-là, pourquoi commencer par la résidence des Camérés? Bemba, on aurait cherché la résidence du Premier ministre. Quel raccordement faites-vous à cette démarche-là? Qu'est-ce que ça vous dit? Et selon les informations que vous avez eues, selon vos sources, comment expliquer? Je ne sais pas entrer dans le détail, comme je ne suis pas quelqu'un de suivi de sécurité, voilà, et que je n'appartiens pas à ces groupes-là. Voilà. Et je pense que... Mais seulement, c'est que ça présage. C'est que ces gens-là se sont trompés d'adresse. Tu vois, quand ils ont un objectif, mais ils sont en train de tournoyer. Au lieu d'aller juste vers l'objectif, Dieu les aveugle pour commencer à faire du n'importe quoi. Faire du n'importe quoi. Donc, moi, je crois en Dieu fondamentalement, et je pense que c'est Dieu qui agit pour qu'on arrive à cette situation. Bon, on ne veut pas s'éterniser là-bas, même si les réseaux sociaux ont fait un raccordement que beaucoup appellent frauduleux entre les messieurs qui avaient accompagné Ambongo chez le président avec le blanc qui était parmi les gens qui ont été arrêtés. Est-ce que vous voyez dans cela l'implication avérée de l'Église catholique? Sinon, de quelques dignitaires de l'Église catholique? Quel peut être le rôle que l'Église doit avoir joué au regard seulement des images qui ont été... Pour tuer Lumumba, voilà, c'est l'Église catholique qui a été utilisée avec Maloula à l'époque. Le cardinal Maloula à l'époque, voilà. Pour fragiliser Mobutu, l'Église catholique a été mise à contribution. C'est quand même un dictateur, c'est normal qu'il soit... Pour fragiliser Mobutu, je vous en prie. Un dictateur, ça veut dire quoi? Parce que le dictateur là a été débarqué. Qu'est-ce que nous avons comme situation? Nous avons évolué, mais nous avons reculé. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je pense qu'en Bongo, déjà au départ, le fait que Tshisekedi est... D'abord, Tshisekedi, il est des églises de réveil. Et puis deuxièmement, il a pris le pays, il a présenté ça à Dieu. Ça dérange les catholiques. Comment ça? Et pourtant, particulièrement le franc-maçon. Les francs-maçons ne sont pas des chrétiens. En Bongo, c'est un franc-maçon, ce sont des francs-maçons. Ne sont pas. Je t'avais dit à l'époque que avoir les ardeurs de Monseigneur Ambongo, je crois que le pape est derrière lui. Je te l'avais dit il y a plus d'une année. Maintenant, vous avez des confirmations? Je suis convaincu. Quand tu as vu la vidéo là, quand tu as vu la vidéo de Christian Malanga dans la salle, il y avait de la représentation du Vatican. Voilà. Donc c'était un complot international. Donc le président, notre président, n'est pas dans le cœur du pape, parce que il n'est pas franc-maçon. Tous ceux qui sont dans les francs-maçons sont contre lui. Donc il ne peut jamais s'imaginer qu'il peut avoir l'appui de l'Église catholique comme il le croit. Parce que l'Église Mais ce n'est pas toute l'Église du Congo. Il y a peut-être des scissions actuellement au sein de la SENCO. 2 ou 3 individus qui sont apparemment plus forts au sein de la SENCO, ce sont qui prennent des décisions contraires à toute la corporation de la SENCO. Donc je crois que le problème de l'Église catholique au Congo, c'est la présence active de Monseigneur Ambongo. Monseigneur Ambongo est en train de travailler le cardinal Ambongo et son frère Cholé, parce que ce sont des frères. Ils travaillent activement parce qu'ils sont permanents. Ils travaillent activement ils engagent l'Église. Parce qu'en fait, l'un est secrétaire permanent, voilà. L'autre il est cardinal. Et ils utilisent, comme les autres sont un peu d'hypocrisie, mais eux sont plus actifs. Et ils parlent à leur nom, mais tout en engageant l'Église. Mais tu n'as jamais vu un évêque prendre la télévision, passer à la télévision pour se prononcer contre les cardinaux. Maintenant, vous personnellement, vous croyez à l'implication avérée de l'Église catholique? Je crois fermement que tout ce que Monseigneur Ambongo a fait, expliquez-le alors. Tout ce qu'il a fait, pendant toutes les déclarations, c'était pour pouvoir obtenir le désaveu. Le soulèvement populaire. Non, le désaveu de la population.
vis-à-vis de Félix. Il voulait obtenir que la population puisse le désavouer. De telle sorte que si le coup d'État pouvait venir, que la population puisse applaudir. Donc c'était ça son schéma. Et effectivement, il est impliqué, même en Bongo, Monseigneur Mochole est impliqué, même leur pape est impliqué. Mais ils ont quand même démenti, oui, ils ont fait des communiqués pour démentir cela. Ce ne sont que des communiqués. Et Ambongo même a fait le déplacement pour voir Tshisekedi dire que la plupart de ces propos ont été sortis de leur contexte et qu'il y avait un malentendu entretenu par des officines obscures. Si dans ce pays-ci, il y a des gens qui sont drôles, ce sont les Ambongo. Parce que moi, tu ne peux pas t'imaginer dans un pays comme le nôtre. Un pays où l'Église catholique a une part de responsabilité importante. Que l'on trouve un cardinal de l'Église appuyer les gens qui font la rébellion contre le Congo. Parce que ceux qui meurent, ce ne sont pas les étrangers. Ce sont les chrétiens qui meurent au front. Quand on tue les gens à l'Est, là, ce sont les chrétiens qu'on tue. Et comment lui peut appuyer l'opposition? Et quand il appuie l'opposition, les gens qui sont au fond, il appuie Kagame. Donc si quelqu'un comme Cardinal se prononce en faveur de Kagame, ça prouve que c'est un monsieur qui ne comprend pas, lui-même ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il ne comprend pas ou peut-être il est au service de quelque chose non, qu'il comprend. Non, il ne comprend pas. C'est que ce sont des gens, comme tous les autres Congolais, qui n'ont pas de grandes réflexions. Parce que quelqu'un qui réfléchit normalement doit savoir faire part des choses. Je suis ennemi de Tshisekedi. Pour ce qui est de l'intérêt national, nous devons marcher avec Tshisekedi. C'est ça un type qui réfléchit normalement. Et c'est comme ça que ça se passe partout à travers le monde. Et vous êtes pendant la période où vous êtes en crise, voilà, où le pays est en danger, tout le monde devait, malgré les faiblesses de Tshisekedi, tout le monde devait être derrière lui pour vaincre l'ennemi. Quand on aura vaincu l'ennemi, on revient maintenant dans notre conflit interne. Vaincre l'ennemi n'est pas mauvais, mais à partir du moment où la gouvernance laisse à désirer, et regardez ce qui se passe avec des malversations financières, ce n'est que normal que d'autres personnes puissent ne pas être derrière. L'attitude de Tshisekedi face à ça est normale. Kabila le père, quand il a commencé à arrêter les Katangais, ils ont comploté contre lui, ils l'ont tué. Quand les Katangais ont commencé à voler l'État, Kabila le père s'est mis, a mis la justice en place, on a commencé à les traquer, à les arrêter. Ils ont comploté contre leurs frères pour les tuer. Qu'est-ce qui peut empêcher tous les Kassaïens qui sont autour de Félix? Donc, vive l'impunité. Pendant 7 ans, vive l'impunité. Pendant 7 ans où le pays est en danger, le président doit avoir des fonds, il doit offrir le front avec le Rwanda, voilà. En même temps le front à l'interne. C'est pour vivre ou bien pour signer sa mort. En principe, la manière dont il travaille, comme nous sommes dans un pays, il a laissé la charge à la justice. Comme la justice ne fonctionne pas, que tous les Congolais sont les mêmes, il s'est dit, maintenant là, cette histoire-là, je n'y entre pas. Il règle d'abord le problème avec le Rwanda. Quand il aura fini, c'est là qu'il va revenir pour dire, bon, vous la justice, qu'est-ce que vous avez fait? S'il ouvre des fonds, je vous dis aujourd'hui, s'il ouvre le fonds interne, tous ces Congolais qui sont attachés à l'argent, ils vont coaliser, ils vont s'entendre avec le blanc pour qu'on les tue. Bon, du coup, nous sommes dans ce contexte-là et les débats sur la révision de la Constitution s'invitent encore actuellement. Vous, au sein de la société civile, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque je dois vous rappeler que l'article 219 de notre Constitution stipule que lorsque le pays est en état d'urgence, en état de siège, comme le cas actuellement dans notre pays, on ne peut en aucun cas envisager une quelconque refonte ou bien révision de la Constitution. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces débats-là, avant qu'on entre dans les juridismes? Ce qui tue les Congolais, voilà, c'est s'attacher aux choses inutiles. Le Congo a un problème. Notre pays est menacé de disparition. Ce pays est menacé d'invasion. De balkanisation. Invasion, balkanisation. Vous voyez les Chinois en très nombreux, les Pakistanais en très nombreux, les Libanais en très nombreux au Congo. Les Indiens aussi, voilà. Vous oubliez qu'à la longue, le pays devient multiracial. Que dit notre Constitution pour protéger les Congolais? Cette constitution devrait tenir compte de la présence massive des étrangers qui vont à la longue devenir des Congolais.
Et qui risque de même diriger, voilà. Qui risque de récupérer le pays. Les Congolais devaient réfléchir à long terme. Qu'est-ce que nos enfants, ce pays deviendra avec nos enfants si on ne prend pas de précautions maintenant pour verrouiller la Constitution. D'où il faut la réviser. Absolument. Mais ce n'est pas de n'importe quelle manière. C'est une nécessité impérative. Donc vous ne pouvez pas vous départir de la révision de la Constitution. On doit revoir la Constitution. Les gens ont tendance à réfléchir à court terme. Ils voient qui c'est qui dit. Qui c'est qui va passer. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants. Même celui qui va le remplacer. Il y aura toujours des gens qui vont dire non, on ne doit pas revoir la Constitution parce qu'il aura autant de mandats. Ça va nous amener où? C'est maintenant qu'il faut le faire. Si on ne l'a pas fait, si on rate cette opportunité maintenant de revoir la Constitution, tous les articles qui empêchent que le Congolais puisse bénéficier de ses droits sur son sol et que l'État congolais puisse récupérer son sol et sous-sol, à la longue, ça sera difficile. Et d'ailleurs, même toutes les personnes qui font des bruits là sont utilisées par ceux qui ont déjà acheté des espaces. Kabila a vendu beaucoup de carrés. Il a vendu beaucoup d'espace. Mais l'État doit récupérer ça. Aux étrangers, voulez-vous dire? Aux étrangers, à lui-même. Alors, si on ne prend pas de précautions maintenant, ce ne sera pas un pays. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre des précautions pour pouvoir revenir à notre constitution qui donne à l'État congolais le droit sur le sol et le sous-sol. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut parler. Et en même temps, verrouiller pour qu'un étranger ne puisse pas accéder à la tête du pays. Donc c'est comme ça qu'on doit le faire. Si on ne pense pas à ça maintenant, il n'y aura pas le temps pour y penser. Vous êtes pour la révision de la Constitution ou bien le changement de la Constitution? Parce qu'il y a une différence entre la révision, c'est que quelques articles seront touchés. Je ne suis pas juriste. Les changements, c'est on répare à zéro. Je ne suis pas juriste. Non, c'est simple. Le changement, c'est qu'on répare à zéro avec une nouvelle Constitution. Donc, vous voulez quoi? On doit réviser la Constitution. Voilà. On doit réviser cette Constitution parce que toutes les constitutions du monde sont révisibles. Même la Constitution américaine, c'est révisible, tenant compte de réalité. Donc moi, je ne vois pas l'inconvénient. Donc vous, au niveau de la société civile patriotique du Congo, vous êtes pour la révision de la Constitution? C'est une nécessité. Une nécessité impérative. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement a également été mis en place. L'ordonnance a été lue il y a 1 ou 2 jours, publiée. Vous avez vu 54 ministres face aux attentes de la population. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez d'abord ce gouvernement-là aussitôt publié? Il y a des frustrations, il y a presque les mêmes têtes qui sont revenues. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas vu les autorités morales dans ce gouvernement-là. Comment trouvez-vous ces gouvernements-là, les tout premiers gouvernements d'une femme face aux enjeux de l'heure ou aux attentes de la population? Vous savez, nous réfléchissons comme les sous-hommes. Parce que je ne peux pas me réaliser qu'un grand pays comme le Congo, les gens réfléchissent en termes de représentation tribale, de représentation régionale. Ça va vous apporter quoi? Parce que celui que vous pensez être votre représentant au niveau du gouvernement, dès qu'il passe au gouvernement, il a les gardes de corps, il a les chiens méchants chez lui, personne ne va manger chez lui, il travaille pour lui-même et pour sa famille. Pourquoi les gens se font des illusions? Pourquoi les gens se font des illusions? Ce dont nous avons besoin dans ce pays, avoir un gouvernement, des hommes capables de régler le problème du Congo. C'est important. Qu'il soit le représentant de notre province, représentant de notre territoire. Ça nous amène où? Mais au départ... Parce que même si aujourd'hui, il est ministre, personne ne va manger chez lui. Il ne va rien faire pour... Non, mais M. Kodé, au départ, vous avez dit que le président, selon même la Constitution, il est l'unité, il est le symbole de l'unité nationale, de la cohésion. Alors, rien que pour assurer cette cohésion, cette unité-là, pour éviter des frustrations... L'unité, on le trouve au niveau du Parlement, où la République est représentée. Ce n'est pas au niveau du gouvernement. Par exemple, peut décider d'avoir, par exemple, 6 ministres. On va les répartir comment? Il peut dire, bon, il doit avoir 10 ministres. Compte tenu de la situation du pays, on peut avoir 10 ministres. On va les répartir comment? Donc, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Les gens veulent voler la République. Ils pensent qu'il faut être au gouvernement pour se tirer de l'argent et faire ce qu'ils veulent faire. Mais cependant, la population dont ils prétendent représenter, cette population ne bénéficie de rien. Dites-moi, combien le ministre Kassaïen, qui était au gouvernement, ont fait quelque chose, soit à Bouchima et bien à Kalang. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leurs familles. Pourquoi quand même les Kazaïs qui étaient ministres pondérés, qu'est-ce qu'il a fait pour les Kasaïs orientales? Les ministres des Finances, d'abord. Monsieur Finance. Ils viennent donc, partir. Pourquoi les gens peuvent penser qu'il faut avoir quelqu'un ressuscité dans notre village
être ministre, il va faire quoi? Même vous-même, il ne va pas vous recevoir. Nous avons une cohésion encore fragile. Il faut toujours tenir compte. Je vous en prie, voilà. La cohésion, c'est au niveau du Parlement. C'est le gouvernement, c'est pour régler le problème de la communauté, de la société. C'est pas pour régler le problème. Mais il faut que chaque communauté soit représentée. Je vous en prie, la représentation ne doit pas être au niveau du gouvernement. C'est au niveau du Parlement. Parce que c'est là où on voit l'unité nationale. Mais au niveau du gouvernement, le président peut décider de réduire le nombre de ministres, les réduire à 5, à 10. Comment les territoires vont se retrouver, comment les villages vont se retrouver. D'où en fait, ces frustrations. Il faut qu'on quitte ces schémas-là. Voilà, ça nous fragilise. Voilà. C'est pourquoi la Constitution doit être révisée. La Constitution doit être révisée. Nous devons évoluer. Si nous devons continuer à perdre le temps, à parler de représentation, pendant que le pays est en guerre, pendant que la situation est explosive dans le pays, donc c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas ce que nous faisons. On ne peut pas perdre son temps à réclamer des postes de responsabilité pendant que le pays est en péril. Au lieu de reprocher au chef de l'État qu'il a nommé des personnes faibles qui ne peuvent pas régler le problème, les gens parlent en termes de représentation, de forces politiques. C'est ça la bêtise qu'il y a au Congo. Il faut qu'on y mette fin. Pour y mettre fin, il faut que la Constitution puisse définir clairement comment la composition du gouvernement. Comme nous parlons du gouvernement et que nous sommes en état de guerre, on nous a donné un nouveau ministre de la Défense, Guy Mwadjamvita, que vous êtes censé connaître. Le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. Rien que ces deux ministères-là, au lieu d'entrer en détail. Je peux donner le point de vue sur Jacquemain. Voilà. Celui que je connais, que j'ai fréquenté. Voilà. Un garçon dynamique, très concentré. Il n'est pas distrait. C'est un gars ordonné. Je pense qu'il va faire quelque chose. Vous verrez la différence entre lui et tous ceux qui l'ont précédé de l'UDPS. Donc, au moins, en lui, on peut faire une confiance. Il faut faire confiance. Parce que je sais que c'est un garçon discipliné. Voilà. Parce que dans tout, ce qui fait avancer le monde, c'est la discipline. Quand vous n'avez pas les gens disciplinés, qui vont à des fêtes de mariage, tout ça, ça ne tourne pas. Tshisekedi nomme son directeur de cabinet au ministère du Plan. Ça veut dire qu'il a quand même désavoué. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein du cabinet du chef de l'État, ou peut-être il a voulu juste changer quelque chose dans son cabinet. Le président n'est pas obligé de garder la même personne 10 ans, 20 ans. Il peut nommer quelqu'un pour 6 mois, pour 1 année, pour 2 ans. Voilà. Tout dépend de la manière dont il apprécie son travail. Il n'est pas obligé. Bizarrement, après le coup d'État manqué, on revient un peu. Nous avons vu que le président a décidé de limoger l'administrateur directeur général de l'ANR et son adjoint. Est-ce là le début de quelque chose ou cela atteste la thèse selon laquelle les services de sécurité seraient complices dans ce qui pouvait arriver? Dans un pays normal, on devait les interpeller. Dans un pays normal. Oui, son adjoint on devait les interpeller, soit c'est en prison, quelque chose comme ça. Parce qu'on ne peut pas expliquer que vous avez des chefs de service de sécurité, qu'on puisse vivre le théâtre que nous avons vécu là. Donc, celui qui doit répondre de tout ça sont les responsables des services. Il en paye le prix. Il doit payer le prix. Maintenant que les bureaux, je veux qu'on soit réaliste. Vous êtes président de la République, votre bureau du travail a été saccagé, vandalisé, saboté comme nous l'avons vu là. Vous voyez encore Tshisekedi rentrer au bureau là pour recevoir ses invités, puisque apparemment c'est devenu du n'importe quoi. Peut-être vous ne le connaissez pas. Félix, c'est son père. Hein. Il est courageux. Félix, c'est son père. Ils sont différents. Du point d'abord ils sont différents voilà. Par rapport aux réactions. Félix, il est pacifique, il est politique. Son père était réactionnaire. Donc, mais sur le plan de conception, courage, détermination, ils ne sont pas différents. Donc, il va encore lui ne pourra jamais. Toi, tu as déjà vu un président aller au deuil, aller jusqu'à enterrer quelqu'un. Tu as déjà vu. Lui prend tous ces risques-là. C'est l'homme qui prend ces risques. C'est parmi les choses que beaucoup de gens décrivent. Vous appuyez cela. Il prend ces risques-là. Vous appuyez cela. C'est pour vous dire qu'il n'a pas peur. Avec le contexte. Mais néanmoins, les contextes l'obligent d'avoir la discipline, d'éviter ce genre de déplacement. Parce que s'il mourait aujourd'hui, c'est le Congo qui va disparaître. Voilà. Donc, Monsieur le Président, nous ne vous apprenons rien, mais il est vrai que notre vie actuellement dépend de vous. C'est vous qui êtes la tête. Merci de bien vouloir envoyer généralement les conseillers. Je sais qu'il a des conseillers, des gens qui lui ont déjà dit. Non, on ne fait que, puisque ce qui s'est passé, ça aurait pu être plus que cela, un drame. Alors, vous dites que vous le voyez encore rentrer au Palais de la Nation pour travailler. Il va travailler.
sabotage en termes d'image à bord. Quand vous regardez Félix, c'est quelqu'un qui ne tient pas la vie. Il est prêt à tout pour le pays. Il est prêt à tout pour l'intérêt du Congo. Pour l'intérêt du Congo, il est prêt à tout. Mais il ne faut pas qu'il soit plus pressé comme Mouzé. Non, il ne faut pas mourir comme Mouzé. Lui, il est malin. Voilà. Mais il ne peut pas vouloir sacrifier les intérêts du Congo pour sa vie. Il n'en a pas besoin. C'est quelqu'un qui tient à la nation, qui tient à ce que notre pays, parce que arriver à faire toutes les actions qu'il a menées contre Kagame, dont personne ici ne pouvait se permettre de prononcer son nom. Voilà. L'amener aujourd'hui, il a fait preuve l'amener là où il a amené aujourd'hui. Il faut être Félix. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de ça pour dire qu'il a fait un grand travail de plaidoyer. Monsieur le Président, la diplomatie. Monsieur le Président, mes félicitations. Il a fait un grand travail de plaidoyer. Parce que les gens ne comprenaient pas le travail de Félix. Quand je vois l'homme blanc s'engager pour dénoncer le massacre au Congo, je me suis dit, le président a atteint l'objectif. Même si ce n'est pas encore suffisant. Tout ce que les Occidentaux ont fait, c'est d'empêcher que l'information sur le massacre du Congo arrive dans l'oreille de l'opinion occidentale. Tout ce qu'ils ont fait. Mais Félix a tout fait pour que l'opinion occidentale soit atteinte. On a vu le marche de blanc contre le massacre au Congo, contre le Kagame. C'est là où je me suis dit, le président a atteint l'objectif. Donc, pour mettre fin à l'esclavagisme, il a fallu que le blanc entre en jeu. Pour mettre fin à la colonisation, il a fallu que le blanc entre en jeu. Pour mettre fin à beaucoup d'actions, quand le blanc prend l'initiative de dénoncer. Donc tout ce que la politique occidentale est autour de l'opinion. Comme l'opinion occidentale est atteinte, le président a gagné le pari. Monsieur le Président, mes félicitations. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il a fait un grand travail. Le Congo a été détruit pendant 50 ans. Mobutu, 32 ans, Kabila, 18 ans. 50 ans de destruction de ce pays. Le pays ici n'existe pas. Ne regardez pas seulement Kinshasa ici. Le pays n'existe pas. Quand vous allez à l'intérieur, c'est la calamité. Quand le blanc qui vont là-bas se dit non, ça ne sert à rien de laisser ce pays aussi grand. C'est parce que le pays a été détruit en profondeur. Voilà. Donc il faut réhabiliter. Même leur programme de 145 jours, c'est pour réhabiliter le Congo. Mais avec quels moyens? C'est par là même que je vais chuter pour vous dire que les enjeux maintenant qui attendent les nouveaux gouvernements, les attentes, c'est le deuxième et dernier mandat, du moins du point de vue constitutionnel, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, quelles peuvent être les priorités que le gouvernement souminois doit vraiment cibler pour répondre? Si le gouvernement doit perdre son temps à pouvoir régler le problème des syndicalistes, à régler des petits problèmes des gens, il va tourner en rond. On ne pourra jamais se mettre sur la voie de... On va alors cibler quoi comme priorité, voilà. La priorité de priorité. Les infrastructures routières qui doivent relier les grandes villes. Les infrastructures routières pour les routes et les sites agricoles. L'énergie. Ce sont les deux éléments très importants, des programmes importants sur lesquels ils doivent axer sa politique. Voilà. Parce que c'est cela qui va permettre à ce que les investisseurs viennent pour engager les chômeurs. C'est par là où les femmes qui produisent dans les villages, qui sont vulnérables, qui sont pauvres, puissent produire afin de vendre leurs produits en ville et aussi avoir la vie. Et ceux qui sont en ville, qui ne font rien, qui tournent en rond ici, peuvent rentrer dans le village pour aller produire. Mais tant qu'il n'y a pas de route, tant qu'il n'y a pas d'énergie, même si nous allons faire 100 ans, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On va tourner toujours en rond. On va toujours se plaindre. Alors la priorité des priorités, il doit être des routes. Et d'ailleurs, je vous informe que vous savez pourquoi Tshisekedi Omulumba n'a pas eu le pouvoir. Tshisekedi Omulumba devient Premier ministre. Quand on lui pose la question par une journaliste belge, Monsieur Tshisekedi Omulumba, quelle est votre priorité? Il a dit que les routes, on lui a dit, on a écrit son nom sur les carnets noirs. Parce que l'Occident ne veut pas entendre parler que le Congo a des routes. Parce qu'ils savent que quand il y a des routes au Congo, quand il y a l'énergie, ce pays-là décolle. Et on ne peut pas exploiter un pays développé. Donc le pays va décoller à partir de routes et d'énergie. Quand il n'y a pas de route, il n'y a pas d'énergie, nous ne pouvons rien espérer. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je vais donner un dernier mot à notre invité.
En tant que représentant de la société civile, vous êtes un grand leader dans cette ville de Kinshasa, même en dehors de la ville de Kinshasa. Quelle lecture faites-vous des coupures intempestives de courant actuellement, puisque selon certaines sources, le coup d'État qui a manqué avait notamment eu comme élément déclencheur des coupures que nous avons constatées. Est-ce que vous avez appris cette information ou comment interprétez-vous le fait que presque chaque soir maintenant, il y a des coupures intempestives sur presque l'ensemble de la ville de Kinshasa? Il y a au niveau technique, il y a des techniques, il y a des pannes qui sont provoquées par les techniciens. Les techniciens qui sont au service de l'opposition. Ça, c'est l'information que vous avez eue. C'est que moi je crois. Voilà. Ils sont au service. Ils sont les techniciens qui sont là-bas de tout ce que nous vivons dans la ville ici. Qui sont prêts à débrancher, qui sont prêts à mettre des huiles qu'il ne faut pas mettre là-bas pour détruire les machines, et ainsi de suite. Donc il faut que les services de sécurité puissent axer sa recherche pour identifier mener des enquêtes. Mener des enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe au niveau des techniciens. Je ne parle pas des PDG. Des entreprises. Je parle des techniciens. Les services techniques de la donc SNEL. il faut une enquête sérieuse pour identifier les gens qui sabotent l'action du chef de l'État. Ce sont des sabotages. Ça n'a rien à faire avec le pas normal. Ce sont des sabotages. Donc il faut que les services puissent travailler. Ainsi prend fin notre entretien de ce jour qui a abordé beaucoup de questions. Le grand plaisir a été le nôtre de vous voir nombreux devant vos télévisions pour suivre cet entretien qui va désormais passer sur la télévision Elisadel chaque semaine avec un nouveau numéro, parfois de nouveaux invités, parfois toujours le même acteur que nous avons reçu aujourd'hui, le président Joseph Kodé Kayembe. Merci et très prochainement pour un nouveau numéro.